Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui petit deck profil sur ma version Lindy Way. J'avais joué un petit moment avec Akesha, d'Izmir toujours, et j'ai décidé de donner la chance à Lindy Way. Donc j'ai fait beaucoup de tests, ça fait je pense un mois ou un mois et demi que je joue avec Lindy Way sur board game en ligne et au dernier tournoi, donc trois locaux. J'ai pas fait de grands résultats, mais là je joue une liste assez fun, on va dire, peut-être futuriste, je sais pas. Mais ça correspond à mon gameplay et franchement je m'éclate avec, mais je gagne pas souvent. Voilà. Donc tout simplement avec Lindy Way, donc pour présenter le héros. Donc Lindy Way, lorsque vous êtes premier joueur, vous pouvez l'engager pour créer Mo. Et donc Mo, lorsque vous sacrifiez quelque chose, euh, il va gagner de boost, d'accord? Donc c'est toujours dans la zone compagnon et il reste jusqu'à la fin du tour avant de partir en fin de tour. Voilà, tout simplement. Et le pouvoir de Lindeway donc est gratuit quand vous êtes premier joueur et quand l'adversaire est premier joueur, ça vous coûte un de mana. Voilà, tout simplement. Donc le un de mana, le coup, il faut aussi le gérer. Et Mo, donc ça permet soit d'agir comme une créature ou d'agir comme comment dire, un, un personnage qui est sur le terrain pour faire le coup du sacrifice pour activer certaines cartes qui vont avec le deck. Voilà, donc il est assez flexible. Voilà, donc Lindy Way, tout simplement. Alors on va commencer avec les créatures. Alors, moi je joue une version vraiment contrôle late game où on va être amené à perdre, ou du moins à perdre le moins possible de l'expédition en début de partie, donc les trois premiers tours je dirais. C'est tempo sur ça pour avoir le maximum d'options en main et donc beaucoup mieux contrôler l'adversaire. Sachant qu'avec beaucoup de cartes en main, vous allez moins réfléchir sur les options à mettre en mana en début de tour et vraiment essayer de contrôler au maximum. Donc c'est très risqué parce que l'avance que vous prenez, enfin que l'adversaire prend au début, c'est assez difficile de rattraper le retard, mais ça fait des games très très serrés et vraiment au bout du compte, lorsqu'on arrive à gagner, euh, c'est très satisfaisant. Voilà. Alors donc les créatures, je pense que je vais commencer avec mettre les uniques. Donc vous savez, avec les uniques, on peut simplement mettre trois fois la même carte qui a le même nom. Donc là j'ai une méduse et deux alchimistes du Kaligir. Voilà, je vais détailler après, mais c'est pour ça qu'on commence avec deux méduses lunaires. Donc méduse lunaire pour un de la main de la réserve, lorsqu'elle est sacrifiée, si elle n'est pas fugace, elle va en réserve. Vous savez quand on sacrifie quelque chose, ça va au cimetière, enfin à la défausse. Et elle, donc elle est sur le terrain, on la sacrifie, au lieu d'aller dans la défausse, elle va dans la réserve, et donc pour un, vous pouvez la remettre. Et cette fois, elle est fugace. Donc voilà, c'est un soi-disant après vous. Pour un, on va donner la main à l'adversaire. Et donc c'est une créature qui agit deux fois pour le sacrifice. Ensuite, trois disciples studieux, hein. C'est pareil, c'est une créature pour un et la capacité de réserve, vous pouvez la défausser pour que le prochain sort que vous jouez cet après-midi coûte un de moins. Plutôt, ouais. Ensuite, trois fois la fée des dents. Alors je joue la version commune, on pourrait jouer la version rare qui donne un de mana en réserve pour avoir un après vous. J'ai décidé de prendre de la place sur des rares un peu plus importantes pour moi. Donc fée des dents, de la main, ça sabote. D'accord. Ensuite, donc un alchimiste du Kadigir pour aller avec les deux autres. Donc de la main, ça gagne de boost, donc c'est une 3-3-3 pour 3 et de la réserve, c'est une 1-1-1-1. Donc très flexible, ça c'est pas mal. Ensuite, moi je joue une carte que j'adore, c'est vraiment Baku. Donc de la main pour 4 de 2-2, ça oblige l'adversaire à défausser une carte de sa main. Donc cette carte, elle m'a fait gagner des games vraiment parce que l'adversaire, quand il joue, quand il n'a plus que deux cartes en main et qu'il joue une, vous allez le forcer à défausser la carte qu'il a gardée. Et donc ça va l'obliger à jouer de la réserve ou d'une autre façon. Et bah coup, vraiment, les adversaires, ils savent qu'on est contrôle, donc ils ont tendance à garder la carte la plus grosse en main pour éviter de se faire contrôler sur le terrain. Et Baku est là pour punir euh, ce gameplay. Alors le problème de Baku, c'est que les decks adverses piochent beaucoup. Donc l'effet de défausser une carte de l'un adversaire, c'est pas, on va dire, game breaker. Voilà.
Mais ça peut arriver que l'adversaire manque de ressources et Baku est là pour punir ça. Et surtout, c'est une 2 de 2 pour 2 la réserve. Voilà, un peu de défausse. Ensuite, moi je joue vraiment 3 easy talk. En fait, on va prendre beaucoup de retard en début de partie, donc je vais tenter de ralentir au maximum l'avancée de l'adversaire. Donc c'est une 4-4-4 pour 6. Et elle dit que votre autre expédition et l'expédition qui lui fait face ne peuvent pas avancer. Donc si vous jouez à gauche, il n'y a que l'expédition de gauche qui avance et pas à droite. Et de la réserve, vous la défaussez pour piocher 1. Donc Easy-Talk, vraiment, c'est x3 pour moi parce que je prends tellement de retard au début que Easy-Talk il va permettre de tempo et avancer petit à petit. Ensuite, une win condition, c'est le Kraken, une carte que j'adore. Je pourrais la jouer dans tous les decks. Donc gigantesque, ça veut dire que ses stats comptent pour les deux expéditions. Et donc la condition c'est de sacrifier un personnage, donc vous avez Mo et aussi les 1-1. Et ensuite toutes les régions sont hauts et perdent leurs autres types. Donc elles, potentiellement lorsque vous jouez en fin de tour que l'adversaire ne peut pas contrôler, à moins que l'adversaire ait 8 ou plus d'eau quelque part, vous allez avancer des deux côtés. Et donc ça c'est très très bien parce que lorsque vous avez qu'un seul écart, euh, enfin je veux dire vous avez deux écarts, donc vous devez avancer deux expéditions pour gagner la partie. Et donc le Kraken, lui, s'il n'est pas contrôlé, il vous fait avancer de deux côtés et vous gagnez comme ça. Donc fois une tout simplement parce que c'est un peu situationnel, on gagne autrement, mais c'est une de vos win conditions. Ensuite pour les sorts, donc 3 entraînements magiques, pour 1 ça pioche 1 et pour 3 ça pioche 1 aussi de la réserve. Voilà, un après vous. Don de soi x 2, vous sacrifiez une créature pour 2 et vous piochez 2. Et pareil de la réserve, mais elle est fugace. Donc moteur de pioche. Ensuite 2 zou, contrôlé. Envoyez en réserve un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins pour 2 de la main et 4 de réserve. Ensuite, tout ce qui est gestion de permanent ou de créature, donc boum, on sacrifie une créature chez nous pour défausser un permanent ou une créature adverse. Et porteur de bannissement fait la même chose pour 4, mais sans la condition de sacrifice de la créature. Voilà. 4 removal définitif. Voilà, Baku agit comme tel, mais de la main. Pour moi, c'est très important, le removal. Unique, alors le mono-cible. Voilà. Ensuite, donc ça c'est ma tech. Moi je joue le saut de conjuration en rare, donc et pas la commune. Donc c'est une 4 de la main et 5 de la réserve. Vous piochez 3 cartes. Donc moi je calcule en termes de stats. Pour 4 de mana, vous piochez 3, ça vous fait 1,33 de mana par carte. Et en général, quand je l'ai en main, je le garde pour le jouer tour 2. Donc c'est pour ça que je perds vraiment le premier et le deuxième tour en expédition, parce que je veux juste me tempo. Et donc au tour 3, j'ai beaucoup plus d'options pour essayer de contrôler l'adversaire. Et au début, c'est parce que je m'ennuyais un peu sur la version avec l'Indie Way. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi personne ne joue cette carte? Donc j'ai décidé de la tester pour le fun, mais vraiment presque pour troller. Et au final, après le test, mais ça, pour le début, c'est bien pour avoir plus d'options. Ça, par contre, c'est très fort lorsque l'adversaire est un des clans pas aggro et qui met du temps à mettre en place. Vous pouvez sacrifier un tour pour avoir plus d'options en main. Donc voilà, tout simplement. Et vraiment en late game, quand vous avez un peu de mou et que l'adversaire n'avance pas trop ou ne peut pas finir la partie, bah ça vous relance 4, vous piochez 3. Voilà, tout simplement. Ensuite, de la gestion en AOE, en multi-cible, donc Furie du Kraken pour 5, vous pouvez cibler jusqu'à 4 personnages dont la somme de leur coût de main est égale ou inférieure à 6 et vous les envoyez en réserve. Donc ça, c'est très fort contre les jetons parce qu'ils ont 0 en coût de mana. Donc techniquement, si l'adversaire il a 4 recrues hors 10 ou 4, je sais plus comment s'appelle le token Axiom qui a 2-2-2, c'est Grassbug en anglais, vous pouvez tous les dégager parce qu'ils ont tous 0 de coup de mana. Donc x2 ça suffit largement. Je préfère la version rare parce qu'on peut envoyer une cible en plus, donc 4 au lieu de 3, et surtout le coup de mana c'est 6 au lieu de 5. Et vraiment la petite différence, un perso en plus et un mana en plus, ça fait la différence. Ça m'a fait gagner des games à elle toute seule. Voilà.
Ensuite, une autre win condition de Izmir, en général, c'est petit pagon de géant, donc pour 6 fugaces, vous avancez d'une expédition ciblée. Alors, vous pouvez aussi faire avancer une expédition adverse, mais vous n'avez pas intérêt pour faire ça. Et ça, quand vos deux expéditions sont côte à côte, vous avancez ça tout de suite et vous gagnez, tout simplement. Et enfin, en dernier, les repères. Donc, on joue 3 fois Lisba de Baba en rare. Pourquoi en rare? Parce que ça coûte 2 de la réserve ou de la main au lieu de 3. Donc vous piochez une carte en flèche et vous la engagez, vous sacrifiez une créature pour faire après vous donc le même pouvoir qu'Akesha, ou donc vous donnez la main. Sachant que vous voulez essayer de contrôler, donc c'est vraiment une façon de redonner la main à l'adversaire et de pouvoir jouer tranquillement les grosses créatures. Voilà. Alors, je pense que le défaut du deck, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de créatures à sacrifier. Vous voyez, on a les Méduses lunaires, le cycle studieux, la fée des dents, l'alchimiste, et on a aussi Mo. Je joue pas beaucoup sur Mo boosté, donc avec le sacrifice, mais c'est vraiment plus de tempo. Si je gagne avec Mo en boosté, c'est vraiment parce que j'ai pas trop le choix. Voilà. On va dire que Mo est là plus pour contester le board et essayer d'avoir les égalités. Le but vraiment du deck, c'est que l'adversaire avance le moins possible. Voilà. Au début, et vraiment le contrôler au maximum jusqu'à la fin. Voilà. Alors ensuite, pour les 3 uniques qu'on peut remplacer par 2 alchimistes et une dernière méduse. Voilà. Alors, le problème d'Izmir, c'est que on a des anti-permanents qui coûtent 3 avec Boom et 4 avec Portail. Et on a beaucoup de decks en face qui ont des permanents qui coûtent 2, et je pense notamment au Havre chez Axiom et Bravos. Et ça, c'est vraiment un problème. Vraiment, je peux pas payer 4 pour dégager un truc qui coûte 2, même si ça va me durer sur la late game. Et donc, moi, je joue 2 alchimistes du Cadillac en unique. Alors, je sais pas si vous voyez, je sais pas si on voit très bien la caméra. Donc, elles ont sensiblement le même effet. Donc, c'est pour 3 de la main. Donc il y en a une c'est une 2-0-2, l'autre c'est une 2-2-2. Donc elle dit que de la main, je peux défausser un permanent ciblé. Donc instantané, l'adversaire joue un permanent, moi je joue les 2 alchimistes, je les dégage tout de suite. Le meilleur c'est quand l'adversaire il commence et qu'il joue par exemple un fuseau ou je sais pas, n'importe quel permanent et que moi je garde ça en main, que je le dégage, j'avance sur l'expédition et en plus je lui enlève ce qu'il a mis, donc il a perdu vraiment beaucoup tour 1. Voilà. Donc les deux ils défaussent un permanent de la main. Il y en a un, donc je le défausse de la réserve pour que la prochaine carte que je joue cet après-midi coûte 1 de moins. L'autre, quand j'ajoute des réserves, la prochaine carte que je joue coûte 1 de moins. Donc c'est sensiblement le même effet, mais lui il donne de la présence. Par exemple, il a 2 stats en moins. Et elle, je peux la défausser pour rendre un personnage fugace. Donc vraiment, je pense qu'elle, elle est plus forte. Mais les deux ont sensiblement comment dire, la même fonction. Voilà. Et donc ça c'est une de mes cartes maîtresses. Donc c'est la méduse, c'est la troisième méduse que je joue. Donc pour 3, c'est une 1-0-2, donc les stats sont pas ouf. Pareil de la réserve. Et elle dit que lorsque je la joue, je pioche une carte. Donc c'est déjà bien, ça fait un peu comme Baba Yaga. Et donc c'est une méduse, lorsqu'elle est sacrifiée, si elle n'était pas fugace, elle va en réserve. Et donc la dernière ligne, au crépuscule, je peux la sacrifier et si je le fais, je pioche 1. Donc si vous avez bien suivi, donc je la joue pour 3, je pioche 1, et en fin de tour je peux la sacrifier pour piocher 1, donc je pioche 2 au premier tour, et c'est le même effet, comme c'est un effet flèche, tour 2 par exemple, je la joue, je pioche 1, et au crépuscule je la sacrifie pour piocher encore 1, et sachant que j'ai Mo, si je suis premier joueur, par exemple j'ai Mo donc il me coûte rien, je joue ça, je pioche 2 et comme j'ai sacrifié quelque chose, Mo va gagner 2 boosts. Et pareil, tour 2, je peux juste faire move pour 1, rejouer celle-là, piocher encore 2. Donc à elle seule, ça peut être une boost 4 et pioche 4. Voilà. Et ça va avec ma stratégie où je veux vraiment piocher pour contrôler l'adversaire. Et ça va avec les 3 sauts de conjuration. Quand j'ai ces cartes en main, mon but c'est vraiment de toucher ces cartes dans ma main de départ. Ça c'est une pioche 4 en 2 tours. Ça au tour 2 je pioche 3. Donc vraiment, ça j'y croyais pas, mais pour moi je trouve que c'est trop fort. C'est trop fort. On peut sacrifier un tour au début pour avoir plus d'options.
Et donc voilà, ça c'est ma version Lindy Way. Je dirais c'est quoi, une version full late game, full pioche, mais full contrôle. Ça sent un peu de l'ordinaire par rapport aux versions normales que l'on peut trouver avec une Lindy Way, hein. Il n'y a pas Anubis, il n'y a pas Kuat. Voilà, c'est un peu plus contrôle, mais late game avec la pioche. Et pour moi, c'est la version qui me correspond le plus. Je pense que le maximum c'était tour 3. Donc à 5 de mana, j'étais à 12 cartes en main. Euh, voilà, puis après j'ai remonté la game parce que j'avais toutes les options disponibles. Mais par contre, chaque erreur est punitive. Et c'est pour ça que lorsque je gagne une game, même si c'est pas fréquent, voilà, c'est très satisfaisant. Et voilà, c'était mon deck profil. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me commenter, à liker la vidéo. Et puis surtout, voilà, je vais faire quelques replays sur BGA, vous partager ça, un peu la réflexion du deck. Et aussi passer peut-être à Akesha ou à Fanas. Donc vous savez, toujours Izmir. Voilà, je teste un peu plus, mais Lindy Way, c'est elle que j'ai joué pendant un mois et demi et je pense que je vais passer à un autre héros. Voilà, ben écoutez, à une prochaine et puis passez une bonne soirée. Salut.